L'État consent d'énormes efforts dans le cadre de la protection des Maliens établis à l'extérieur. Annonce faite par le Premier ministre lors de l'ouverture cet après-midi au CICB des États généraux des Maliens de l'extérieur. La rencontre se tient autour du thème mobilité humaine, facteurs d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur? Fin de la session extraordinaire du mois d'août du Conseil national de transition. Elle a été marquée par une séance plénière qui portait sur 3 projets de loi en lien avec le ministère de l'économie et des finances. Autre détail, l'intervention spécifique du président Malick Diao sur la session et sur l'actualité du pays en général. La cérémonie de fin de formation de la 30e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mali. Ils sont 843, donc 23 personnels féminins à suivre cette formation. La promotion porte le nom de adjudant-chef Boubacar Bois Sanogo, tombé bien sûr à Denderessou. Mali Sadio, un nom pas étrange pour les Maliens. Il nous rappelle l'aventure inédite et énigmatique entre une jeune fille Sadio et un hippopotame Mali. C'est cette aventure qui est aujourd'hui au centre de la chronique Un jour, une formule. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Le président de la transition a reçu cet après-midi une forte délégation de la diaspora malienne. Ces Maliens établis à l'extérieur sont venus de 30 pays du monde entier pour participer aux États généraux sur la migration dont les travaux ont démarré ce jeudi. Nos compatriotes ont exprimé au président de la transition leur fierté d'appartenir au Mali et réitèrent leur engagement à soutenir les bonnes actions pour un Mali apaisé et développé. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ils sont au micro de Sira Bachili. Nous avons dit au président qu'il a des soutiens inconditionnels que nous sommes, Mali établis à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui ce que le Mali, l'image que le Mali donne au niveau de nos pays de résidence. Donc nous sommes très fiers et tout le travail que la transition depuis qu'il dirige est en train de faire pour notre pays, il mérite, si chacun pouvait dire ce qu'il pense, je crois que le président allait savoir que vraiment les Maliens aussi reconnaissent ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons la transition, nous sommes derrière elle, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout, en souhaitant qu'il y ait du temps pour vraiment amener le bateau à bon port, ce qu'il est en train de faire. Donc nous lui avons félicité par rapport à l'état sécuritaire de notre pays aujourd'hui et aussi à la paix sociale, il faut être honnête. Parce qu'on ne voit plus de grève, c'est que tous les Maliens ont adhéré. Est-ce que vous avez mis à profit cette audience pour parler de certains problèmes de la diaspora au président de la transition? Oui, on lui a remercié déjà de certaines revendications qui datent depuis les années 90 qu'on n'a pas pu faire et qui ont été déjà prises en compte. Vous avez vu qu'il n'y a plus de bruit de carte Nina, ce qui a été remplacé par la carte biométrique, que déjà beaucoup de Maliens ont déjà. Donc nous l'avons remercié pour les articles réservés dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, en l'occurrence l'article 96 et 97 qui nous permettent désormais d'être à l'Assemblée nationale et au futur Sénat. Donc tout ça, c'était des revendications. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Il nous a promis dès maintenant qu'il va rentrer, il est en train de rentrer dans la phase, en tout cas, du développement. Quel sens pour le gouvernement? Les États généraux de la migration, la mise en place du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, ont un sens profond pour le gouvernement et pour les plus hautes autorités de notre pays, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça émane d'une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Mais au-delà de cela, c'est l'expression de la volonté du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de ramener les Maliens de l'extérieur au cœur de l'action nationale, au cœur des préoccupations de l'État et au cœur des préoccupations du gouvernement. Et pendant 3 jours, ces États généraux vont nous permettre d'abord de faire l'état des lieux des enjeux migratoires. Comme vous le savez, les enjeux migratoires dépassent le Mali, dépassent l'Afrique, dépassent l'Europe. Le Mali doit savoir aujourd'hui quelle posture
avoir, quelle stratégie mettre en place et comment préserver ces enfants. En parlant de ces enfants, je parle des Maliens établis à l'extérieur. Une représentation des départements concernés, de la présidence de la République, de la primature et du ministère des Maliens de l'extérieur. Ça sera une nouveauté qui va permettre de renforcer le dialogue, qui va permettre de renforcer la maîtrise et la compréhension du vécu et des problèmes de nos compatriotes. Et au-delà de ces cadres de concertation, les Maliens qui sont venus, qui vivent à l'extérieur, qui sont venus, vont nous ramener également des expériences qui vont enrichir notre politique nationale de la migration, qui date de 2014, qui en certaines parties ne répond plus à certaines attentes, qui n'intègre pas les nouveaux enjeux migratoires du moment. Donc, après ces états généraux, c'est un autre travail. Ouverture cet après-midi au CICB des États généraux des Maliens de l'extérieur et un forum de la diaspora malienne destiné à examiner et échanger sur les défis et opportunités de la migration. Le thème du forum est « Mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur ?» La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du Premier ministre. Dr Choguel Koukla Maïga a rappelé les efforts de l'État dans le cadre de la protection des Maliens établis à l'extérieur. Nous l'écoutons au micro. La tenue ce jour des États généraux de la migration, combinée aux concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, participe de la ferme volonté du gouvernement de continuer à prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Elle vise également à instaurer un dialogue franc et dynamique avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes sur les questions migratoires afin de remédier aux difficultés et obstacles auxquels nos compatriotes établis à l'extérieur sont confrontés. Ces États généraux offrent l'occasion, enfin, de mener des échanges féconds entre les Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour explorer les voies et moyens d'instaurer une gouvernance durable des migrations. Le fort engagement politique du Mali se justifie par la dimension historique de la migration, son ancrage social et sa portée économique et politique. En effet, de par sa situation géographique, ses fortes traditions et sa culture, le Mali se distingue, comme vous le savez, comme pays de départ, pays de transit et de destination des migrants. De ce fait, il est naturellement au cœur des enjeux migratoires sud-sud et sud-nord. C'est pourquoi, en 2014, notre pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et de son plan d'action. Cette politique constitue notre cadre de référence en matière de migration et un outil efficace de gestion et de coopération. La politique nationale de migration est parfaitement alignée sur les priorités du cadre stratégique de la relance économique et du développement durable et sur les priorités régionales et internationales en matière d'immigration. À l'heure des dynamiques migratoires internationales, notre pays est plus que jamais engagé et déterminé à traiter les questions de mobilité dans un esprit de partenariat, de coopération et de co-responsabilité, en ayant en permanence à l'esprit la défense des intérêts des migrants et la primauté de leurs droits, en particulier de leur droit à la dignité en tant que personne humaine. Nous sommes déterminés à répondre aux défis posés par la migration irrégulière de masse en nous attaquant aux causes profondes de ce phénomène. C'est guidé par cet esprit que notre pays a pris une part active dans l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières lors de la conférence intergouvernementale des Nations Unies tenue à Marrakech en 2018.
Fin de la session extraordinaire du mois d'août du Conseil national de transition. Elle a été marquée par une séance plénière qui portait sur 3 projets de loi en lien avec le ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de la loi des modifications portant code général des impôts, les livres de procédure fiscale et surtout la loi des finances pour l'exercice 2023. Le compte-rendu de cette fin de session avec Aridju Matina. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette séance plénière, au compte de la session extraordinaire d'août 2023, ont adopté le projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2023 avec 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ce projet de loi, initié par le ministère de l'économie et des finances, a été minutieusement étudié par la commission des finances, de l'économie, du plan, de la protection du secteur privé et des industries du CNT. Le budget rectifié pour l'exercice 2023 s'élève à plus de 2 000 milliards de francs CFA. L'on note ainsi une nette augmentation par rapport à la loi des finances initiale. En cours d'exercice budgétaire, des événements peuvent arriver et qui peuvent faire que l'exécution budgétaire peut changer, les équilibres peuvent changer. Et lorsque de tels événements arrivent, le ministre de l'économie et des finances a le droit de proposer une modification du budget. L'exécution budgétaire nous a amené une augmentation des recettes de 105 milliards de francs CFA. Et également, compte tenu de l'évolution de l'environnement socio-économique et sécuritaire, il y a eu des transferts budgétaires entre certaines lignes budgétaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette augmentation de 105 milliards de francs CFA sur les recettes qui passent donc de 2199 milliards à 2304 milliards, nous avons orienté les dépenses comme suit. Il y a eu un renforcement de l'appui au secteur de la défense de 118 milliards. Il y a eu un renforcement au niveau du secteur énergie de 15 milliards de francs CFA. Il y a eu un renforcement également au niveau des bourses scolaires de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Il y a eu un renforcement également de 15 milliards qui a été constaté suite aux impacts de l'unification de la grille. Les membres du CNT ont également examiné 2 autres lois, à savoir le projet de loi portant Code général des impôts, finalement adopté avec 134 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Il en est de même pour le projet de loi portant livre de procédure fiscale. Ainsi, l'adoption des 2 projets de loi permettra de soutenir l'économie nationale à travers la transposition de la directive de l'UEMOA, l'actualisation des tarifs de certains impôts perçus au profit du budget national, puis lutter davantage contre la fraude et l'évasion fiscale. Par rapport aux 2 autres textes qui concernent le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale, il y a 2 aspects. Le premier aspect concerne l'introduction dans les textes nationaux de ce qu'on appelle la directive numéro 1 de 2020 de CMU-MOA. Avec ce texte, on n'a plus besoin de justifier de l'irrécouvrabilité d'un impayé pour que ça puisse être déductible des impôts. Donc cela permet donc aux banques de renforcer les fonds propres à partir du résultat, ce qui va leur permettre d'avoir plus de possibilités de financement de notre économie, donc plus de possibilités d'avoir des recettes fiscales. Le deuxième texte concernait l'introduction des bénéficiaires effectifs dans notre arsenal juridique, parce qu'aujourd'hui, avec la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il est nécessaire aujourd'hui que l'on puisse savoir qui sont les bénéficiaires effectifs de toutes les opérations qui se passent aujourd'hui. Donc ce texte va nous permettre aujourd'hui de pouvoir aller au-delà de toutes les constructions juridiques. Lors de cette séance plénière, Salif Keïta, qui était membre du CNT, mais appelé à d'autres fonctions, a tenu à assister à cette session extraordinaire d'août 2023, histoire de rendre hommage à ses désormais anciens collègues du Conseil national de transition. Nous restons au Conseil national de transition. La séance plénière qui a clôturé la session extraordinaire d'août 2023 a été une occasion pour le président du CNT, le colonel Malick Diaw, de faire le point de la session extraordinaire ainsi que quelques sujets d'actualité. Nous l'écoutons au micro d'Aridju Matina. L'ordre du jour de cette session extraordinaire, faudrait-il les rappeler, portait sur l'examen des 10 projets de loi, dont la totalité a été adoptée grâce aux efforts soutenus des différentes commissions du Conseil national de transition.
Au nombre de ces lois votées figurent entre autres celles relatives au code minier en République du Mali et au contenu local dans les secteurs miniers. Les réformes contenues dans ce nouveau code minier réaffirment la souveraineté de notre pays sur les ressources minérales. Elles permettent de combler les vides juridiques liés au traitement par péage et de résoudre les incohérences liées à la réglementation des échanges ainsi qu'à la problématique de la primauté des conventions d'établissement sur le code minier. Nous avons adopté la loi modifiant la loi numéro 06-067 du 29 décembre 2006 portant Code général des impôts et la loi numéro 06-068 du 29 décembre portant livre de procédure fiscale. Il faut ajouter la modification de la loi numéro 2023-051 du 13 décembre 2002 portant loi des finances pour l'exercice 2023. Nous devrons aussi saluer le vote par notre institution des lois portant création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et celle créant l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Avec ces deux lois, notre pays amorce un tournant décisif dans la formation et dans la recherche qui sont les véritables leviers du développement. Comment ne pas évoquer également ces deux autres lois non moins importantes qui auront des impacts réels sur la vie de nos concitoyens. Il s'agit de la loi régissant la circulation routière et celle portant création de l'Office des produits agricoles du Mali. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel et notre solidarité aux décisions des deux gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à œuvrer aux côtés des nouvelles autorités du Niger pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et l'accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménagement, les FAMA, les braves FAMA ont depuis dimanche 13 août pris possession du camp de Ber. Le mouvement des unités a été émaillé d'incidents. Nous ne sommes pas dupes et nous savons que derrière ces incidents savamment médiatisés se cachent des nostalgiques de tout poil et tout acabit. Nos femmes, de façon méthodique, professionnelle, continueront leur occupation des emprises de l'aménagement. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes avec à sa tête le chef suprême des armées, l'imperturbable président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Chers collègues, au moment où nous nous apprêtons à clôturer nos travaux, je voudrais encore une fois saluer votre engagement collectif et personnel pour la réussite de cette session extraordinaire. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour tous les sacrifices que vous avez consentis en vue de l'aboutissement heureux de cette session extraordinaire d'août 2023. Ces mêmes remerciements s'adressent au personnel parlementaire, à la sécurité, à la presse, à toutes les personnes ressources dont les auditions ont alimenté les rapports des différentes commissions. Avant de clore mes propos, je souhaite bonne chance à notre brave équipe de football pour la 3e édition de la Supercoupe Assimi Goïta.
Cérémonie de fin de formation de la 30e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mali. Ils sont au nombre de 843 élèves sous-officiers, dont 23 personnels féminins à suivre cette formation. La promotion porte le nom de l'adjudant-chef Boubacar Bois-Sanogo, tombé arme à la main lors de l'attaque du poste de Denderesso en décembre 2021. Mamadou Fani. Le processus de rajeunissement de la gendarmerie nationale se poursuit avec la sortie de 843 élèves sous-officiers qui achèvent ainsi leur formation. Ces élèves sous-officiers sont de la 30e promotion de l'école de la gendarmerie nationale baptisée promotion fait adjudant-chef Boubacar Dibois Sanogo. Les sous-officiers ici présents viennent de boucler une phase d'un dur labeur dans l'école des sous-officiers de la gendarmerie en alternant instruction et stages pratiques dans les unités de gendarmerie. Ces sous-officiers ont bravé, durant leur temps de formation, des épreuves et de nombreux obstacles qui ont exigé d'eux des efforts tant physiques, intellectuels que moraux, à la hauteur des attentes que nécessite le système de sécurité nationale. Vous venez de boucler votre formation à l'issue de laquelle vous avez acquis des connaissances solides sur le plan technique et tactique. En retour, nous exigeons de vous une détermination, une volonté inébranlable et un sens élevé du devoir. La défense du territoire national et la sécurisation de la population au prix du sang doivent marquer votre esprit et l'image de votre parrain, feu adjudant-chef Boubacar Dibois Sanogo. Les compétences individuelles, l'esprit de corps et la fraternité, ces élèves sous-officiers ont bravé durant le temps de leur formation de nombreux obstacles pour incarner les valeurs qui ont toujours caractérisé la gendarmerie nationale. Le porte-parole de la famille du parrain a salué les autorités qui ont bien voulu immortaliser leur fils. Le plus facile qui vient de finir et le plus difficile qui doit commencer, c'est quoi ? C'est la défense opérationnelle du territoire, la lutte contre le terrorisme, la protection des personnes et de leurs biens. Et donc je leur demande beaucoup de courage, leur dire aussi de mériter de leurs prédécesseurs qui sont arrivés jusqu'au sacrifice ultime pour défendre ce pays. Donc les exhorter aussi par la même occasion à emboîter le pas et à se dire que le travail n'est pas facile. C'est le maréchal de logis Bourama Diakité qui a été major de la promotion avec une moyenne de 17,27. Les 3 premiers ont tous reçu des kits gratuits offerts par la BDMSA qui accompagne cette sortie de promotion. Des remises symboliques de galons et d'attestations aux récipiendaires, une prestation de serment des élèves sous-officiers et un défilé des troupes ont été les temps forts de cette cérémonie. Dans le cadre de la sensibilisation des commerçants de Tombouctou, le colonel Mamadou Koné, le commandant de la région militaire, est allé au marché pour rassurer la ferme volonté des femmes d'être aux côtés de chaque citoyen. Une démarche hautement saluée par les commerçants. Yéatandina. Le commandant du secteur 3 de la 5e région militaire, le colonel Mamadou Koné, est en plein marché de la ville de Tombouctou. Cette visite auprès des commerçants de la ville s'explique par le grand mouvement de certains commerçants qui ont abandonné le marché par peur. Ainsi, le patron des forces armées et de sécurité voulait par cette démarche rassurer les populations et leur réitérer la ferme volonté des plus hautes autorités à assurer la sécurité de tous sans distinction. Depuis un certain temps, nous remarquons de fausses informations, des intoxications sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à faire peur aux populations. Il s'agit surtout de rassurer nos populations dans toutes leurs composantes, que les forces de défense et de sécurité sont là pour elles et pour la sécurisation de leurs biens. Et rien de mal ne leur arrivera. Cette approche inédite a été saluée par les populations qui n'attendaient que cela pour continuer à exercer leur commerce. Nous sommes respectueux des droits de l'homme, nous sommes respectueux des accords et des engagements pris par notre État dans le cadre du processus de paix. Nous les invitons et nous leur demandons tous de rentrer chez eux. Depuis quelques jours, l'espoir renaît à l'image de ce centre commercial de la ville, bien ambiant et bien fourni.
Dans le but d'accompagner les Maliens de la diaspora dans leur action de tous les jours, l'ORTM a jugé nécessaire de donner une visibilité aux projets et programmes de nos compatriotes vivant à l'étranger à travers des magazines et émissions sur l'ORTM 1, ORTM 2 et la radio chaîne 2. Aussi d'aller à la rencontre des Maliens où qu'ils se trouvent avec des émissions de divertissement comme Top Étoile. Les détails avec Boubacar Bablentouré. Considérés comme des Maliens à part entière, nos compatriotes vivant à l'étranger ont souvent besoin de se sentir ce jeu. Loin des parents et amis, les médias sont les moyens incontournables pour permettre à nos compatriotes d'être au parfum de l'actualité nationale. Une dynamique dans laquelle l'ORTM s'est inscrit à travers tout un programme. Nous avons une fenêtre assez large que nous avons ouverte sur nos compatriotes de la diaspora. C'est ainsi que nous avons, en collaboration, initié une émission qu'on appelle Tunkaranke. Tunkaranke est une émission essentiellement dédiée aux Maliens de la diaspora, montrer l'apport, l'appui de ces Maliens de la diaspora dans leur village d'origine. Je crois que c'est très important. Ensuite, nous avons initié en collaboration avec les Maliens de la diaspora l'émission qu'on appelle Tamadéou. Ensuite, au niveau de la radio, nous avons l'émission avec comme titre Diaspora, qui passe tous les dimanches. C'est une émission également à l'adresse des Maliens de la diaspora, comme son nom l'indique. Mais ce qui est important au niveau de la radio, à travers cette émission, c'est que chaque dimanche, nous essayons d'avoir un interlocuteur, un Malien que nous appelons au téléphone, qui est connu dans sa région, dans sa zone, pour nous expliquer un peu ce qu'il fait en général. Au niveau de ORTM2 également, nous avons une émission à l'endroit des Maliens de la diaspora, qui est animée par le même animateur d'ailleurs, qui fait un gros plan sur les Maliens. En plus de ces initiatives, l'ORTM a aussi décidé de rapprocher davantage certaines émissions de divertissement aux Maliens de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à leur disposition une de nos émissions phares, qu'on appelle Top Étoile. Top Étoile est une émission phare de la grille de la télévision nationale. Et aujourd'hui, nous sommes prêts, partout où le besoin se manifeste, à aller avec cette émission-là. Il y a beaucoup d'émissions que nous avons dans la grille. Si les Maliens sont vraiment disposés, sont prêts, s'ils sont à l'extérieur, s'ils veulent vraiment qu'on vienne, il n'y a aucun problème. L'ORTM n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La structure entend offrir aux Maliens de la diaspora toute une gamme de services visant la promotion des entreprises et produits de nos compatriotes vivant à l'étranger. Nous, au niveau de l'ORTM, on a décidé d'ouvrir une fenêtre spéciale pour faire la promotion des Maliens de la diaspora, c'est-à-dire les entreprises des Maliens de la diaspora établies soit au Mali, soit à l'extérieur. Les Maliens aussi, les entreprises maliennes aussi à partir du Mali qui souhaitent faire la promotion de leur entreprise à l'extérieur auprès de la diaspora, les associations de la diaspora et aussi les Maliens qui ont des produits et services destinés à la diaspora malienne. Ces initiatives seront suivies d'autres, au dire du premier responsable, conformément à son slogan « L'ORTM pour le Mali, chacun compte ». Le ministre de l'Énergie rencontre ce matin les responsables des projets et programmes relevant de son département. Objectif est faire le point de l'exécution des tâches assignées à ces projets et programmes et identifier les problèmes. Mamari Kone. 71 programmes et projets interviennent dans le domaine de l'eau et de l'énergie au Mali. C'est pour permettre à ces projets et programmes de répondre aux aspirations des bénéficiaires que le ministre de l'Énergie et de l'eau a initié ces cadres. Un cadre qui devrait apporter des solutions à la suspension ou à la lenteur observée dans la mise en œuvre de certains programmes ou projets. L'objet de cette rencontre ce matin, c'était pour voir un peu le volume des projets et programmes dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Et on a constaté qu'il y a au moins 70 projets et programmes, ça fait quand même beaucoup. Donc la finalité, c'est de leur demander de prioriser les projets pour voir l'impact des projets prioritaires sur le Mali, qu'est-ce que ça apporte. Et puis essayer de voir au niveau des autres structures pour regrouper tous les projets similaires pour qu'on puisse avoir des grands projets qui puissent vraiment profiter et à la population et au Mali. À la lumière des exposés des responsables des différents programmes et projets, le ministre de l'Énergie et de l'eau a pu s'imprégner de leur mise en œuvre et identifier certaines contraintes.
Souvent, il y a des financements qui sont obtenus, souvent, il y a des financements qui sont bloqués parce que le partenaire n'a pas fait le décaissement, ou bien souvent, c'est l'unité de gestion même du projet qui n'arrive pas à faire le décaissement parce que les procédures du partenaire financier ne sont pas souvent respectées. Et le deuxième problème aussi, c'est qu'au niveau de ces projets, c'est des petits projets souvent qui s'arrêtent au bout de 5-6 ans. Tant qu'on n'intègre pas les autres projets, ça risque de ne pas aller trop longtemps. Pour une bonne exécution des projets et programmes, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a invité les différents responsables au respect des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par notre pays et de la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. L'UNICEF et ses partenaires ont remis ce matin des véhicules et des motos d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Ces moyens roulants sont destinés au Centre national d'immunisation et à la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Awadit Makamara. Le ministre en charge de la Santé à bord de ce véhicule 4x4 tout-terrain. Une image forte et qui confirme l'engagement du gouvernement et ses partenaires à offrir de meilleures conditions de travail au service de l'État. Ce sont au total 120 motos et 4 véhicules 4x4 pour un montant de plus de 200 millions de francs CFA qui seront repartis entre 2 structures dont le rôle est important dans la politique de santé du pays. Nous avons recensé un certain nombre d'enfants 0-12, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés, qui sont sous-vaccinés. Donc ces engins viennent à point nommé pour rattraper ces enfants-là. Cet appui institutionnel à l'endroit de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire à travers 2 véhicules vont nous permettre de mieux coordonner les interventions de terrain. Cette œuvre gigantesque a été possible grâce au soutien de l'Alliance mondiale du vaccin à travers l'UNICEF et ses partenaires. D'après l'analyse faite dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle subvention de Gavi au Mali, environ 114 476 enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin ont été identifiés à l'échelle du pays et la nouvelle subvention met l'accent sur l'atteinte de ces enfants à travers plusieurs stratégies dont l'organisation des vaccinations de rattrapage. Permettez-moi de saisir l'occasion de cette cérémonie pour féliciter le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de consentir pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. Ces engins seront destinés à la vaccination et aux activités de suivi et de monitorage des projets conjoints UNICEF, PAM, FAO qui interviennent dans les régions de Ségou, Dioïla et Sikasso. Par ailleurs, cet accompagnement traduit l'engagement des plus hautes autorités du pays et les partenaires techniques et financiers à renforcer le système de santé et de développement social. C'est le lieu pour moi, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le chef de gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, de manifester toute ma reconnaissance et ma gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ont toujours répondu aux côtés du Mali malgré le contexte difficile. Ces moyens roulants devront permettre la mobilité des équipes dans les différentes zones rurales avec comme cible les femmes et les enfants. Le 18 août, une date historique au Mali. Il y a 3 ans, le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, intervenait pour parachever la lutte du peuple malien. Le pays sombrait dans une crise profonde. En 3 ans, quels sont les acquis et les perspectives de la transition? Pour savoir, le RTM vous propose ce soir un magazine spécial. Nous vous proposons un extrait de ce magazine. De la déstabilisation de la Libye au rejet de la présence militaire française et européenne, il s'est passé une série d'événements atroces sur le sol du Mali. Dans un contexte de dénigrement continu de l'armée malienne, de grogne sociale, de jeu des mouvements armés, les régimes d'alors avaient atteint leurs limites avec les effets dévastateurs sur le moral des troupes maliennes.
C'est dans ce contexte qu'intervient le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, pour parachever la lutte du peuple malien le 18 août 2020. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. Le Mali entre dans une phase de transition. Après quelques semaines de tractations avec la CEDEAO, un président civil et un gouvernement furent installés. Le colonel Assimi Goïta, vice-président. 9 mois après, la situation du pays était toujours difficile, avec un environnement complexe, ambigu et volatile. Le processus peine à répondre aux aspirations réelles du peuple malien, ce qui provoque une tension au sommet de l'État, tension qui aboutira à la rectification de la transition le 24 mai 2021. Le Mali prend en main son destin. Le colonel Assimi Goïta est investi président de la transition. Il nomme Choguel Kokala Maïga Premier ministre qui forme un nouveau gouvernement. Un plan d'action gouvernemental est adopté par le Conseil national de transition. Place au travail pour un Mali nouveau dans un contexte de souveraineté retrouvée. Transition au Mali en 3, acquis et perspective et une réalisation de Ibrahima Traoré à suivre après ce journal. Un bureau national des ouvriers du secteur informel existe désormais au Mali. Ce bureau d'une cinquantaine de membres regroupe 60 associations d'ouvriers à travers le pays. La liste des membres a été présentée ce matin au bureau exécutif de l'UNTM en présence de représentants d'ouvriers venus de toutes les régions. Nouroum Sissoko. Syndicaliser les travailleurs du secteur informel pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi favoriser leur participation au processus de développement. Voilà l'objectif que s'est assigné l'Union nationale des travailleurs du Mali. Après un travail en amont avec les acteurs de l'informel, 60 associations d'ouvriers du secteur, toutes catégories confondues, ont mis en place un bureau national. La liste de ce bureau de 51 membres vient d'être présentée au bureau exécutif de l'UNTM. Compris les travailleurs, n'est pas seulement les salariés du privé, du public, du parapublic. Ceux exerçant à leur compte ont des intérêts comme les droits humains fondamentaux, les droits à la protection de leur emploi, à un environnement de travail sain, les droits à un épanouissement pour vivre, faire vivre, soigner, éduquer leur famille, participer au développement, à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de leur pays. La syndicalisation des paysans, des ouvriers et autres catégories de travailleurs non syndiqués est un levier de renforcement du poids des syndicats afin de jouer leur rôle, mais aussi de reconnaissance envers des millions de travailleuses et de travailleurs qui entendent contribuer à l'épanouissement de leur pays, selon le secrétaire général de l'UNTM. Plus il y aura des ouvriers dans nos rangs, plus il y aura des paysans, plus de syndicalisme ne s'élaborera pas à l'aune unique des augmentations des primes, allocations, indemnités et salaires, mais aussi dans la participation à la résolution des besoins fondamentaux du peuple. Le Bureau national des ouvriers appelle les autorités à intensifier la formation dans le secteur de l'informel et à promouvoir des emplois pour lutter contre le chômage des jeunes. En troisième région, près de 665 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe investie par le projet Suède dans la région pour améliorer les revenus des groupements féminins et promouvoir leur autonomisation. Moussokoro Sérémé. Elles ont choisi l'élevage comme activité génératrice de revenus. 225 filles-femmes de la commune rurale de Niena, qui bénéficient chacune de 3 têtes de caprin et un fonds de roulement du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Leur installation officielle intervient après 3 mois de formation en alphabétisation et dans les espaces sûrs et une session technique de 3 jours en activité génératrice de revenus. Grâce au projet Suède,
Nous savons désormais comment entretenir les animaux et nous ferons tout pour tirer le maximum de profit de ces caprins. Cette installation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Suède, exécuté dans la région de Sikasso par l'ONG AMAPEF, Association malienne pour la promotion des entreprises féminines. Il s'articule autour de 3 composantes, dont un sous-projet sur l'amélioration des revenus des groupements féminins. Cette stratégie vise à renforcer la collaboration entre les femmes autour des projets communs, mais aussi les permettre d'acquérir collectivement des savoir-faire en alphabétisation dans les activités génératrices de revenus. Dans la région de Sikasso, plus de 30 communes bénéficieront de cet appui et 3 900 caprins seront remis à 1 622 bénéficiaires. Il nous aide quand même à lutter contre au moins le chômage et l'analphabétisation des femmes et même les mariages précoces. On ne donne pas gratuitement, on les donne pour que tant d'autres personnes puissent pouvoir bénéficier. La seconde phase du projet Suède s'étend sur la période 2021-2024 et cible plus de 30 000 bénéficiaires des activités génératrices de revenus et des métiers traditionnellement réservés aux hommes dans 8 régions du Mali et le district de Bamako. Le coût global de l'installation des 225 bénéficiaires de la commune de Niena est de 20 250 000 francs CFA. L'organisation non gouvernementale chrétienne World Vision magnifie les efforts déployés par ses partenaires dans sa contribution au bien-être des enfants et des communautés du cercle de Bankas. C'était à la faveur d'une journée consacrée à la célébration du partenariat qui lie World Vision aux principaux acteurs de mise en œuvre de ces projets et programmes dans le cercle de Bankas. Yacouba Maïga. Magnifier le partenariat fécond, apprécier à sa juste valeur l'accompagnement et la contribution de chaque partenaire aux efforts conjoints de soulagement des souffrances des populations durement affectées par la crise multidimensionnelle et les efforts de contribution au bien-être des enfants les plus vulnérables dans le cercle de Bankas. Voilà en substance les objectifs visés par cette journée du partenariat. L'initiative de l'organisation non gouvernementale chrétienne World Vision se veut aussi et surtout une tribune privilégiée pour mettre en lumière la complémentarité et la synergie d'action entre toutes les parties prenantes pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique des communautés. Depuis l'avènement de la crise multidimensionnelle, World Vision a combiné développement et urgence en apportant une assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations déplacées et affectées par cette crise, sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Chacun a sa part de responsabilité pour la construction de ce pays. Donc, c'est ça que certainement que World Vision a accompli. Pour inviter tous les acteurs, pour dire voilà, c'est un partenariat. C'est vrai qu'on fait une part, mais vous êtes bénéficiaires et acteurs aussi, vous faites aussi votre part. L'occasion était aussi opportune pour les acteurs de dresser un bilan et les perspectives du partenariat qui les lie afin de renforcer le dynamisme des activités menées sur le terrain. Pour imprimer à l'événement tout l'éclat qu'il mérite, la journée a été marquée par des témoignages et plusieurs autres activités artistiques et culturelles en guise de reconnaissance des efforts inlassables consentis par chaque partenaire. Vous avez sans doute entendu parler un jour dans un récit ou une chanson de Mali Sadio, l'aventure inédite et énigmatique entre une jeune fille Sadio et un hippopotame Mali en langue locale, donnant du coup naissance à un récit qui passionne artistes et historiens, et pas que, aussi le chroniqueur Un jour une formule, Sori Ibrahim Keita. Histoire ou légende. Aujourd'hui, c'est 50-50. Et le rideau se lève sur un pan de l'histoire récente du Mali. Il se passe à Bafoulabé, à environ 150 km de Caille, où cheminent côte à côte et sans se mélanger les eaux teintées de la couleur du lait et de la couleur du henné, le bakoy et le bafi. À l'origine, c'est une histoire vraie, réellement vécue. L'affection entre
humain et animal dans notre société, en l'occurrence entre Sadio et Hippopotame Mali. Voilà qui révèle des récits aussi rocambolesques qu'inédits, tel Mali Sadio, appellation aussi multiple que les versions du récit. Mali Sadio, Mali Tchatcho, Mali Sadje. Dans la tradition d'oralité comme celle malienne, ça donne ça. Pourquoi la légende a pris le pas sur l'histoire? Parce que Mali Sadio était un animal, un hippopotame qui sortait un peu de l'ordinaire, avec sur son chanfrein la partie qui va du front vers les naseaux. Et donc Mali Sadio avait cette partie-là blanche, et puis les 4 pieds jusqu'au garrot étaient blancs aussi. Au fil du temps, avec les apports des différents narrateurs, griots, conteurs, artistes, la légende a pris le pas sur l'histoire. Il y a beaucoup de versions, mais il y a 2 qui peuvent retenir l'attention. La première veut que la mort de cet animal-là soit due à la soif de pouvoir d'un prince local. Ensuite, à cause de son caractère extraordinaire, les gens en ont fait un génie. C'est un peu une réminiscence du royaume du Ouagadougou avec le python Bida qui assurait la prospérité du royaume. De toutes les versions d'ailleurs qui circulent, personnellement, je tiens pour la seule vraie la version de Philidabo qui dit que l'animal a été tué par l'administrateur colonial de l'époque, qui ne supportait pas qu'à l'heure où il faisait sa sieste, l'animal apparaissant déchaînait un tonnerre d'applaudissements, de cris de joie de la part des jeunes filles et garçons qui se promenaient sur les berges du fleuve. Les enseignements à tirer sont de plusieurs ordres. Sur le plan historique d'abord. C'est un pan de notre histoire, comme vous le rappeliez, qui n'est pas connu de tout le monde. Et donc, ça permet d'aider surtout les jeunes générations à mieux connaître notre histoire. Sur le plan géographique aussi, il faut que les Maliennes et les Maliens, surtout les apprenants, les scolaires, puissent situer Bafoullabé sur une carte du Mali. L'histoire, la géographie, mais l'hydrographie encore, c'est-à-dire la connaissance des cours d'eau. Le fleuve Sénégal fait partie des grands fleuves africains. Il donc prend naissance à Bafoullabé et il s'écoule sur 1700 km jusqu'à Saint-Louis, où se situe son embouchure, où il se jette dans l'océan Atlantique. Et ça, c'est notre port d'entrée naturel. L'histoire où la légende nous apprend que l'hippopotame Mali a été humainement enterré en 1893 sous un arbre au bord du Bafin. De quoi donner plus d'écho aux voix des faiseurs de l'histoire ou grands témoins de celle-ci. Sauf que, soit dit en passant, il y a lieu d'accorder les violons sur un fait historique trop proche, pas très lointain pour ne pas être si falsifiable. Le groupement de la sécurité présidentielle a désormais sa nouvelle salle de sport. Le bâtiment est équipé de matériel de dernière génération et va permettre aux éléments de bénéficier d'un renforcement des capacités physiques et sportives. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce matin en présence du chef d'état-major particulier de la sécurité du président de la transition, Batraoré. Une nouvelle salle de sport pour le groupement de la sécurité présidentielle. Le JOAO répond à toutes les commodités requises pour le renforcement des capacités physiques et sportives des éléments du groupement, d'où la satisfaction de son commandant. Ce centre est un local sportif disposant de matériel de dernière génération, comme les haltères de musculation, différents modèles et différentes dimensions, les tapis de course, les vélos elliptiques, les machines de musculation multifonctions, les machines à poulies, les barres fixes pour les tractions,
les ressorts de musculation et de résistance, etc. En plus, il répond aux normes d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'aux bonnes pratiques reconnues dans le cadre de l'aménagement des salles de sport qui doivent désormais contenir des pharmacies d'urgence et du matériel de cardio pour prévenir et soulager les risques liés à la pratique sportive. La pertinence de cette salle n'est plus à démontrer, dira le chef d'état-major particulier de la sécurité présidentielle, lequel a présidé la cérémonie d'inauguration. Qui dit militaire, ça a des exigences, et surtout pour une unité de la garde présidentielle qui est chargée vraiment de la sécurité de la première institution. Cela requiert vraiment de développer certaines aptitudes qu'il faudra renforcer. Et c'est dans ce cadre que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, a voulu bien mettre les moyens à la disposition du chef de la sécurité présidentielle ici présent, le commandant de groupement de la garde présidentielle, pour créer et mettre en place ce complexe. Ça rentre purement dans le cadre du renforcement des aptitudes pour accomplir la mission qui leur est assignée. Les responsables du groupement de la sécurité présidentielle ont saisi l'occasion pour exprimer un vœu, celui de voir le groupement se doter d'un complexe sportif les jours à venir. Rencontre d'informations sur la Supercoupe Assimi Goïta, tenue à Koulikoro sous la présidence du gouverneur de région, le colonel Lamine Kabori Sanogo. Le but était de mettre les acteurs impliqués dans le processus au même pied d'information. Ousmane Goïta. Les préparatifs vont bon train à Koulikoro, la capitale de Méguétan qui va vibrer au rythme de la Supercoupe Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du 18 août au 16 septembre 2023. Ce grand événement sportif national mobilise toutes les forces vives de Koulikoro pour témoigner leur soutien au président de la transition et à son gouvernement. C'est une première dans une région. Et je vous avoue que, tellement que les collectivités sont en train de s'adonner à l'organisation, je pense que ça sera quelque chose que tout le Mali va voir. Nous sommes très heureuses d'accueillir la Supercoupe dans notre région. Surtout, une coupe dédiée à notre président Assimi Goïta nous honore. Nous allons tout mettre en œuvre pour réussir le pari de la mobilisation. Délocalisée dans la région de Koulikoro, la Supercoupe de football Assimi Goïta est source de motivation et de mobilisation de la jeunesse koulikoroise. Elle entend jouer pleinement sa partition pour que ce rendez-vous de la cité de Méguétan soit une réussite totale. Nous, on est déjà à pied d'œuvre. On va mobiliser toute la population de Koulikoro de façon générale et la jeunesse. C'est la fête de la jeunesse. Nous sommes concernés. Nous serons devant pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la paix règne chez nous au Mali. Moi, j'aime le football, surtout la Supercoupe du président de la transition. Nous allons montrer au président que nous sommes avec lui et avec tout son gouvernement pendant cette fête sportive. Le chef de l'exécutif régional a choisi la stratégie d'impliquer toutes les couches socio-professionnelles de la région afin que la compétition soit un franc succès. Les deux premières éditions sont passées à Bamako et cette troisième édition a été délocalisée de Bamako à Koulikoro. C'était un grand événement. La rencontre a dans un premier temps permis aux forces vives de comprendre l'enjeu puisque au-delà de l'aspect récréatif des jeunes, cet espace se veut un cadre d'échange, de sécurité, de cohésion, de brassage entre tous les fils du pays. Les plus hautes autorités sont rompues à ce que le développement économique, la sécurité, la paix soient des réalités perceptibles à tous les niveaux au Mali. Il est à retenir que cette troisième édition de la Supercoupe de football Assimi Goïta va regrouper 8 équipes des régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Sékou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, plus le district de Bamako. Participeront également à cette compétition sportive les équipes de la présidence de la République, du gouvernement et du CNT. Les rencontres se dérouleront au Stade Diarra H de Koulikoro du 18 août au 16 septembre 2023.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la libération de la Commission nationale de l'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Safarou Doumamakono n'a été aperçu le mercredi 16 août 2023 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Safarou Domba Makono débute au Mali le vendredi 18 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À suivre après ce journal, un magazine spécial intitulé Transition au Mali en 3 acquis et perspectives, une réalisation d'Ibrahima Traoré. Juste après, vous pourrez suivre également l'intégralité de l'intervention du ministre de la Défense et des anciens combattants à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.